Notre émission aujourd'hui est consacrée à l'innovation dans ce studio avec nous, Philippe Boléa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du groupe Montauroux. Vous allez nous présenter d'ici quelques instants ce qu'il propose, en tout cas sur les marchés. En face de vous, Sébastien Tavernier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes créateur, chef d'entreprise de Rapid Grill. Vous nous détaillerez aussi ce qu'est ce produit que vous proposez aujourd'hui. Dans les studios également, Jérôme Selle, PDG, bonjour, de Selnat. Vous êtes aussi président de la commission innovation à la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire. Et puis nous avons les lumières également du conseiller aux industries de la CCI de Haute-Loire, Hubert Plotot. Bonjour. Bonjour. Nous allons commencer notamment par essayer de découvrir un petit peu plus deux de nos invités. Philippe Boléa, je le disais, président du groupe Montauroux. Ça veut peut-être pas dire grand-chose aujourd'hui aux gens de Haute-Loire qui connaissent pas ce nom-là, par contre, qui connaissent certaines de vos entreprises. Tout à fait. Montauroux, c'est simplement un de mes coins de pêche préférés en Lozère. Donc, voilà. Je croyais qu'on les disait pas, les coins de pêche. Non, mais là, exceptionnellement. Donc, le groupe que je dirige est composé de 4 filiales, dont la filiale principale est Gagne, qui a une construction métallique qui est plus connue dans la région. Dont on parle beaucoup ces temps-ci, notamment pour le viaduc de Toyac, voilà, de nombreuses réalisations. Voilà, notamment ici, on contribue à faire le centre aqualudique du Puy-en-Velay, mais on travaille également. On a terminé maintenant le viaduc de Toyac, effectivement. Donc le groupe Montauroux, c'est 350 personnes, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires et 4 filiales qui sont des filiales toutes spécialisées autour des métiers de la construction métallique. Pour revenir sur votre parcours, vous en êtes aujourd'hui le président. Comment est-ce qu'on devient, ça va faire envie à beaucoup de jeunes qui nous écoutent, comment est-ce qu'on arrive à un poste comme le vôtre? Quel est votre parcours? Ben écoutez, j'ai fait une bonne partie de ma carrière dans un groupe américain qui est bien connu dans la région aussi, qui s'appelle Merck, enfin MSD chez Bray, puisque j'ai dirigé pendant une dizaine d'années l'usine de Saint-Germain-la-Prade, l'usine La Vallée, avant de prendre la direction des sites industriels de Clermont-Ferrand, qui sont eux des sites pharmaceutiques. Voilà. Donc j'ai passé une bonne partie de ma carrière dans ce grand groupe prestigieux, et ensuite j'ai eu un projet tout simple, qui avait pour ambition, 1, de me permettre de vivre dans ma région, en tout cas d'y revenir, et 2, de posséder ma propre entreprise, d'où le rachat de Gagne fin 2003. Voilà, vous rapprochez de votre coin de pêche favori, donc on Exactement. a compris, Philippe Boléa. En face de vous, donc Sébastien Tavernier, créateur d'une entreprise qui propose un Rapid Grill. Alors déjà, peut-être nous présenter le produit en lui-même, vous l'avez apporté. Alors à la radio, malheureusement, là, c'est pas très facile pour nos auditeurs. C'est moins parlant. Donc voilà, donc nous en fait, on passe un peu de l'éléphant à la souris. On n'est pas encore l'ampleur du groupe Montauroux. On a débuté officiellement depuis mars notre activité, donc on est vraiment une entreprise jeune. Et on a essayé d'innover, nous aussi, d'innover dans le domaine du barbecue. On a voulu proposer quelque chose qui correspond vraiment à l'ère du temps, c'est-à-dire au retour vers la nature, aux choses simples et sans tous ces produits chimiques qui parfois nous polluent un peu l'existence, on va dire. Comment est-ce qu'on arrive à se lancer dans une opération comme celle-ci? Comment est-ce qu'on devient chef d'entreprise finalement du jour au lendemain, depuis mars? Ou est-ce que vous étiez déjà un entrepreneur en herbe? Pas vraiment. Mon associé plus, mais ça a été un parcours pas du combattant, mais presque. Vous faisiez quoi avant d'être Moi, avant, j'étais laborantin. J'ai été pendant très longtemps laborantin. J'ai d'ailleurs travaillé chez Merck, à Clermont-Ferrand. Ensuite, j'ai été visiteur médical. Voilà. Et suite à un licenciement économique qui s'est produit du jour au lendemain, je me suis dit, le patron a vraiment pas été sympa. Il a licencié 1200 personnes du jour au lendemain sans prévenir personne. Je me suis dit, pourquoi pas devenir mon propre patron et enfin faire ce qui me plaît et bosser pour moi-même. Et pourquoi pas, bien sûr, créer des emplois et dynamiser une entreprise. Donc c'était un projet intéressant. On s'est vraiment lancé à fond dessus. Je dis on parce qu'on est deux sur le projet. On a vraiment tout donné pour ce projet. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Mais ça, malheureusement, c'est le pain quotidien de tout créateur d'entreprise aujourd'hui. Et de tout entrepreneur, je pense qu'on va pouvoir en parler. De tout entrepreneur également. Et voilà, moi, le seul conseil que je pourrais donner déjà
aux gens qui veulent créer, qui ont envie, c'est de pas se mettre de frein, de foncer et surtout de toujours garder la pêche et le moral, quoi. Et d'avancer. Voilà, faut toujours y croire. Jérôme Selle, vous êtes directeur de Selnat, une entreprise qu'on connaît bien. Vous avez entendu notamment sur notre première émission. Vous êtes président de la commission innovation à la Chambre de commerce et d'industrie de Haute-Loire. Important, peut-être, alors, sans revenir sur votre parcours, parce qu'on l'a déjà entendu sur notre radio, mais peut-être quand vous entendez quelque chose comme ça, un jeune qui se lance avec une idée nouvelle, vous dire, voilà, il faut y croire, il faut y croire, ça vous fait plaisir? Ça me fait extrêmement plaisir. D'autant plus quand c'est quelqu'un qui a déjà eu un parcours professionnel de pas mal d'années et qui a perdu son emploi et qui rebondit de cette façon-là, ça fait plus que plaisir. C'est très très encourageant, surtout à notre époque. Donc moi vraiment je vous rends hommage. Merci. Et puis alors ce que ça évoque pour moi, c'est que c'est comme un jeune arbre là qu'on vient de mettre en terre. C'est très fragile. C'est le moment où il y a besoin de l'entourer du maximum de soins pour que ses racines se développent, qui poussent bien, et ensuite que ça devienne un arbre adulte, magnifique, solide, bien enraciné. Bon, c'est la vie d'une entreprise, c'est ça. Et bon, ce qu'il faudrait, c'est que au niveau des structures comme la CCI, ou même, enfin, quel que soit l'environnement de l'entreprise, que tout le monde, sur des entreprises comme ça naissantes, prenne le maximum de soins, et alors notamment... on les accompagne au mieux. Oui, et notamment dans le domaine financier. Hein, on en reparlera au cours de cette émission avec vous aussi, Hubert Ploton, notamment pour nous expliquer ce qui se passe, ce qui se fait au sein de la CCI pour essayer d'accompagner des jeunes créateurs d'entreprises comme Sébastien Tavernier, ou alors des groupes peut-être plus importants comme celui de Philippe Boléa, qu'on va réentendre pour bien être d'accord sur l'émission qui va se dérouler, pour bien qu'on se comprenne. Qu'est-ce qu'on dit quand on dit innovation? De quoi on parle quand on entend les mots et les lettres R et D, qu'on entend souvent dans le vocabulaire économique, et prospective? Philippe Boléa. C'est un vaste sujet, donc je vais essayer d'être synthétique. Bon, bien souvent, l'innovation, il y a de multiples formes d'innovation, bien entendu. Bon, bien souvent, l'innovation provient de la recherche et développement, avec 3 étapes principales. La recherche fondamentale, tout d'abord. La recherche appliquée, ensuite. Et ensuite, recherche fondamentale, c'est... Alors, la recherche fondamentale, c'est surtout une recherche axée sur les produits, qui va permettre de trouver une nouvelle molécule dans la chimie, par exemple, une nouvelle matière, un nouveau médicament, ou une nouvelle costaud, matière, ou une nouvelle association de matières, etc. Donc ça se fait essentiellement dans les laboratoires, on va le dire comme ça, même si aussi il y a de la recherche fondamentale un peu dans tous les domaines, y compris dans le domaine du management, par exemple, où voilà, il y a des chercheurs qui travaillent dans tous ces domaines. Donc, ce qui est associé à la recherche fondamentale, c'est vraiment l'image du chercheur. Voilà. La recherche appliquée ensuite, c'est-à-dire qu'une fois que on a découvert quelque chose de nouveau, encore faut-il le faire passer au cap d'après. Et en général, ce que l'on fait, c'est qu'on travaille sur du prototype, une notion de prototypage, de manière à, dans la chimie, qui est un secteur que je connais un petit peu, ou dans la pharmacie, c'est typique, c'est-à-dire qu'au départ, on est au niveau de l'éprouvette. Et puis après, quand on va commencer à fabriquer un médicament pour le mettre en test, il faut des quantités un peu plus grandes. Donc, on va passer de l'éprouvette à des tout petits réacteurs où on va effectivement fabriquer le produit. Et puis ensuite, le développement industriel, c'est-à-dire qu'il faut faire passer d'une étape semi-industrielle à une étape industrielle. Voilà. Alors, l'innovation est présente à chacune, bien sûr, de ces étapes. Ce qui est important de comprendre avec l'innovation, c'est que c'est aujourd'hui sans doute le facteur déterminant qui conditionne le développement et donc la survie des entreprises. C'est vraiment ce qui fait qu'une entreprise aujourd'hui, si elle a vraiment une culture d'innovation bien ancrée, en général, elle se porte plutôt bien. C'est une entreprise qui est compétitive et qui regarde devant, qui est en mouvement. Donc l'innovation, c'est vraiment un secteur absolument clé, et un concept clé dans l'entreprise aujourd'hui. C'est un petit peu la phrase « quand on n'avance plus, on recule ». Oui, je crois qu'on peut effectivement le traduire comme ça. La prospective,
c'est quoi? Là, c'est un peu plus compliqué Alors, à comprendre, sans doute. voilà, alors si j'ai ouvert un dictionnaire pour regarder le mot prospective, tout simplement. Donc, ce que disait le petit Robert, c'est simplement que la prospective, c'est un ensemble de recherches concernant l'évolution. Ça peut être l'évolution d'un métier, d'un concept, sur l'humanité. C'est très large. Par contre, la prospective, elle consiste pas à prédire l'avenir. Parce que ça, c'est de la divination. Pas de boule de cristal dans le bureau. Mais en fait, tout simplement, elle permet d'élaborer des scénarios possibles sur la base de données qui sont disponibles. Pour sa fonction première, finalement, c'est d'être une aide à la décision stratégique. Voilà. Elle permet de réduire les incertitudes et de légitimer les actions qu'on entreprend. Voilà. La prospective, c'est une démarche aussi qui est continue parce que pour être efficace, elle doit en permanence être ajustée ou corrigée parce qu'on est dans un monde qui bouge. En gros, si on fait plusieurs scénarios, on évalue celui qui est le plus plausible, crédible, et puis après on voit si on va dans cette direction-là. Voilà, au sein de l'entreprise. C'est vraiment la prospective traduit au sein de l'entreprise, c'est vraiment, je vais dire, la science de l'aide à la décision stratégique dans l'entreprise. On a souvent parlé de l'innovation comme étant, et vous l'avez dit, Philippe Boléa, un facteur clé pour l'avenir de notre économie. Jérôme Selle, est-ce que c'est vraiment le cas? Sans innovation, est-ce que les entreprises françaises peuvent se maintenir, ou autrement, quels sont les autres axes de développement d'une entreprise si elle n'innovent pas? Bon, puisqu'on parle d'entreprises françaises, oui, j'ai le sentiment que particulièrement en France, compte tenu du contexte socio-économique, les charges que l'on a au niveau de la main-d'œuvre, le coût du travail. On est particulièrement obligé en France d'être très innovant. Et puis, l'autre axe de développement important pour une entreprise en France, ça serait de pouvoir faire le plus possible d'export. Parce que ça, c'est ce qui permet de rendre l'entreprise d'autant plus viable que de dépendre d'un seul marché. Et je pense qu'une entreprise française qui veut exporter, si elle innove pas, à mon avis, elle a peu de chances d'y arriver. Donc, pour innover, on va voir comment est-ce qu'il faut s'y prendre. Votre exemple, Sébastien Tavernier, est très intéressant, très récent, notamment parce que c'est il y a quelques mois seulement. Alors, comment ça se passe déjà? L'idée, elle vient d'où? Ça, c'est un truc qui est toujours un peu compliqué à comprendre. C'est vous vous levez le matin et puis vous dites, il y a un jour, tiens, comme on est dans le barbecue, ça marche pas. Vous dites, mais c'est pas possible, il faut que j'invente un truc. C'est presque aussi simple que ça. Ça paraît un peu trop simple pour être vrai. Malheureusement, c'est trop simple. Si toutes les idées pouvaient marcher comme ça et se lancer, ça serait magnifique. Mais voilà, c'est une idée qui a été assez brève, assez rapide, mais qui a demandé après un travail, un aboutissement. Pour avoir le produit que vous avez devant vous, là, par exemple, c'est 2 ans et demi. Voilà, un peu pyramidal, quelque chose de très simple. Alors, pour expliquer rapidement aux gens qui n'ont pas le produit devant eux, c'est un produit donc c'est vraiment sa simplicité qui fait son originalité. On a voulu faire quelque chose de simple et d'écologique, comme je le disais tout à l'heure. Donc c'est en fait un simple triangle de bois dans lequel est contenu un kilo de charbon de bois et qui en l'occurrence est du chêne pour plusieurs raisons au niveau combustion, tout ça. Donc en fait c'est un petit pack que vous emmenez avec vous n'importe où, que ce soit à la campagne, chez des amis en nature. Vous le posez dans votre barbecue, vous l'allumez. Et voilà, l'armature en bois donc fait consumer le charbon de bois et vous n'avez plus rien à faire. Et le charbon de bois donc est prêt au bout d'une demi-heure environ. Alors ça paraît très simple, mais j'imagine que entre celui qu'on trouve aujourd'hui en magasin et celui qui a été imaginé la première fois, il y a sans doute eu une évolution. Voilà, exactement, parce qu'au début, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour. Donc entre cette question-là et le produit que vous avez aujourd'hui devant vous, il y a eu, comme je vous disais, un cheminement long, un cheminement de 2 ans. Pourquoi une forme triangulaire? Pourquoi pas carré? Voilà, c'est des choses qui peuvent paraître toutes bêtes quand on achète le produit, mais qui ont demandé beaucoup de réflexion, d'essais, de choses comme ça. Et comme le disait Monsieur Boléa tout à l'heure, nous, ça va vraiment être notre créativité, donc notre innovation quelque part aussi, qui va nous permettre de nous lancer déjà sur le marché et de nous maintenir aussi par la suite. Parce que effectivement, si notre produit marche, il a beau être protégé, c'est dur de protéger du bois et du charbon de bois. Protéger, c'est les brevets. Voilà, exactement. Dans l'état actuel, dans la forme qu'il a, on peut pas faire la même chose aujourd'hui exactement. Et le mettre sur le marché. Tout à fait.
Il faut quand même se protéger un minimum, bien sûr, avant de lancer un produit. Et donc, voilà, si demain, on est copié, nous, notre moyen de nous en sortir, notre moyen de continuer à prospérer avec l'entreprise, ça va être justement l'innovation et la créativité. D'ailleurs, on est déjà en train de réfléchir sur toute une variété de gammes et pour la saison prochaine. Jérôme Selle. Oui, juste en écoutant parler mon voisin, je note que sur l'emballage de son produit, il a déjà prévu la traduction en anglais. Et ça, c'est déjà la très bonne première étape vers l'export. Voilà, donc, Oui, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est l'export maintenant est pas quasi obligatoire, mais on aimerait vite se développer. Et en fait, notre rêve, ça serait de voir notre produit partout, quoi. Alors ça c'est le rêve. Voilà. Alors entre le moment où le produit aussi a évolué et puis on arrive à le mettre sur le marché, j'imagine aussi qu'il faut découvrir ce qu'est le monde de l'entreprise, il faut savoir comment est-ce qu'on intègre Exactement. un marché. Alors peut-être on peut se tourner vers Hubert Ploton. Vous, en tant que conseiller industriel à CCI, quand quelqu'un vient vous voir, comme Sébastien, qui vous dit voilà j'ai une idée, alors plus ou moins bonne, j'imagine que toutes ne sont pas forcément celles qu'on retrouve dans les magasins, mais déjà il faut faire le tri. Mais qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Alors déjà, la première chose, c'est qu'on essaye de valider que l'idée peut devenir un vrai projet. Et donc, C'est faire le tri, c'est ça ? C'est de plus faire ou le moins tri, et puis c'est aussi de formaliser, parce qu'une idée, je dirais, ce n'est pas un aboutissement. Une idée est le démarrage d'une aventure, et il faut arriver à transformer l'idée en projet. Donc, Il suffit pas d'avoir des idées. il suffit pas d'avoir des idées, il faut vérifier que ces idées ont un intérêt économique, puisqu'on est quand même dans le monde de l'entreprise, et qu'elles ont une rentabilité à terme. Donc on vérifie et on donne des éléments aux porteurs de projet pour qu'ils puissent vérifier l'intérêt de leur idée vis-à-vis d'un marché. Donc que ce marché, que cette idée est en adéquation avec un potentiel. Voilà. Donc ça c'est la première chose. C'est primordial l'étude de marché. Voilà. Donc ça c'est vraiment C'est la le première chose. premier accompagnement. Voilà, c'est vraiment de formaliser le projet et notamment de valider que l'ensemble des facettes du projet ont été prises en compte. Souvent, on reçoit des créateurs qui ont validé une facette, et souvent l'aspect technique. Mais par contre, ils n'ont pas validé l'aspect commercial ou l'aspect financier. Donc c'est notre rôle d'attirer leur attention sur le fait que effectivement la facette technique est importante, mais il n'y a pas que cette facette, il y a toutes les autres à prendre en compte. L'essentiel. L'essentiel. RCF, branchez-vous sur l'essentiel. Sébastien Tavernier, Oui. il y a donc cette première étude de marché. C'est possible, on peut intégrer et vendre ces produits, ça peut intéresser du monde. Et puis après, il faut le financer. C'est Voilà. là que commencent, on va dire, les difficultés. Exactement. C'est ce qu'on appelle le BFR, hein, le besoin en fonds de roulement, qui est le nerf de la guerre de toute entreprise, je pense, hein, même pour le groupe Montauroux. Ils Fonds de ont roulement, un en gros gros, besoin. c'est en l'argent fonds de qu'on a roulement. en compte en banque pour pouvoir assumer les dépenses. Voilà, tout à fait, pour pouvoir assumer les dépenses, pour pouvoir, ne serait-ce qu'acheter la marchandise, hein, au départ. Voilà, il faut acheter la marchandise, il faut acheter le bois, il faut acheter le charbon, il faut acheter les mèches, il faut acheter l'emballage, il faut payer l'infographiste, il faut payer l'imprimeur. Voilà, toutes ces choses-là cumulées, au final, coûtent énormément d'argent. Et donc, si on veut se lancer pour un projet quand même digne de ce nom et non pas vendre 3-4 boîtes à l'épicerie du coin, voilà, ça demande des moyens financiers assez conséquents. Philippe Boléa, quand on a à la tête d'un groupe comme le vôtre, est-ce que les difficultés sont les mêmes? Et déjà, est-ce qu'on continue à parler innovation ou est-ce que ça, c'est derrière vous? Si c'était derrière moi, il faudrait vraiment que je retourne vite à la pêche. Alors j'aurais plus de temps, parce que je crois que si le jour où dans une entreprise le concept d'innovation n'est plus un concept premier, c'est qu'il y a un souci avec le dirigeant. Vous parliez tout à l'heure de culture d'innovation. Ça Oui, se alors décrète, c'est je quoi? pense qu'effectivement, la culture de l'innovation, c'est pour moi la clé pour qu'une entreprise puisse se développer, d'une part. Et je suis quelqu'un d'extrêmement convaincu qu'une entreprise qui ne se développe pas, elle est appelée à mourir. Donc je crois qu'on est dans un monde où le statu quo n'existe plus. Il y a ceux qui se développent et puis il y a ceux qui disparaissent. Hein. Et tout ça s'accélère dans le monde où on vit aujourd'hui. Donc effectivement, la culture de l'innovation, c'est une culture qui doit être entretenue en permanence, hein, et qui implique aussi qu'il y ait des méthodes
qui soient en place, et des organisations qui soient en place, de manière à ce que, on puisse passer de l'idée, tout à fait comme Monsieur Tavernier, qu'on puisse passer de l'idée à la réalisation concrète. Alors dans une entreprise un peu plus structurée, c'est sans doute beaucoup plus facile que pour une création. Moi, je suis très admiratif de ce que vous faites, parce que quand on est dans un groupe, on a une structure avec soi, on peut animer des équipes, et justement, ce processus d'innovation, on peut faire en sorte de l'huiler, de manière à ce que on gère du développement. Quand on part de rien, c'est une expérience merveilleuse. Parcours de combattant, vous le disiez, mais je suis très très admiratif de ce que vous faites. Sébastien Tavernier soulignait notamment les difficultés de trouver des financements compliqués visiblement. Est-ce que c'est aussi le cas pour un groupe comme le vôtre? Est-ce que pour innover, il faut aussi parfois lever des fonds auprès des banques? Est-ce que la réponse, le répondant est là? Alors aujourd'hui, je pense que l'innovation a bonne presse auprès des financeurs. Alors je pense qu'aujourd'hui, la réalité est quand même très différente entre une entreprise comme la mienne et une entreprise naissante comme celle de Monsieur Tavernier. Bon, nous, on a une structure financière qui est solide, qui permet justement d'avoir accès à la dette dans des conditions normales, j'allais dire, alors que c'est sans aucun doute beaucoup plus difficile pour un créateur. Et je pense justement que cette difficulté pour les jeunes créateurs d'accès à la dette, c'est vraiment un mal profond dans notre pays. Parce que même s'il y a beaucoup d'aides, pour rencontrer beaucoup de jeunes chefs d'entreprise, c'est quand même l'accès au financement et la difficulté première aujourd'hui. Et quand il faut mettre des cautions personnelles pour pouvoir développer un projet professionnel, je pense qu'il y a des modèles dans d'autres pays qui existent autrement. Vous avez notamment travaillé aux États-Unis, Oui, c'est-à-dire qu'il y a une vision anglo-saxonne qui est plus stimulante en termes d'innovation qu'on peut l'avoir en France? Je pense qu'il n'y a même pas photo, pour parler clair. C'est-à-dire qu'un jeune créateur aux États-Unis peut se concentrer sur son projet complètement, et il a autour de lui des moyens financiers, et pas que financiers d'ailleurs, qui lui sont apportés, parce que l'objectif, c'est de l'aider vraiment à monter vite, à grandir vite, et à ce que l'innovation elle puisse permettre de créer des entreprises qui grandissent très très vite aux États-Unis, parce qu'il y a l'accès au financement. En France, un jeune créateur, et M. Tavernier nous le disait tout à l'heure, s'il faut commencer à mettre sa maison en caution pour pouvoir développer son projet, je pense que c'est un vrai frein objectif au développement économique dans ce pays, qu'on n'a pas complètement résolu, même si des organismes comme Oseo, etc., apportent des garanties. Ceci dit, pour parler clair, les banques sont très très frileuses d'aller chercher ce risque-là, et c'est un frein tout simplement au développement. Alors il se passe quand même des choses, Jérôme Selle notamment. Vous pouvez peut-être je rebondis sur ce que dit Philippe Boléa, juste pour apporter deux petits témoignages. L'un assez ancien qui remonte à 6 ans lors d'un voyage au Canada, où je me suis aperçu en visitant une université que cet esprit d'entreprise et de favoriser la création d'entreprises, c'était très très présent dans les universités là-bas, dès le stade de l'université, où on fait travailler en commun les différentes branches de l'université, et pour soutenir la création d'entreprises auprès des jeunes issus de l'université. Et dans cette université, j'ai découvert qu'il y avait une véritable mini-entreprise qui se composait d'un laboratoire pour les prototypes, derrière lequel on franchissait une porte, on trouvait ensuite un autre laboratoire pour faire de la pré-série, déjà prête à commercialiser, mais en tant que modèle d'essai. Et puis ensuite, une troisième porte que l'on poussait, et on se retrouvait dans un véritable laboratoire, c'était de l'agroalimentaire, dans un véritable laboratoire de fabrication, non plus de prototypes, mais des produits finis, prêts à lancer sur le marché. Et l'étape suivante, évidemment, c'était de faire déménager ces entreprises naissantes dans leur propre usine. Et tout ça était extrêmement stimulant. Mais récemment, à Lyon, j'ai rencontré des responsables de l'EM Lyon, qui est une école qui, depuis 10 ans, a mis en place un incubateur de création de jeunes sociétés auprès de ses étudiants. Et c'est une formule qui fonctionne extrêmement bien. Et les étudiants présentent leurs projets. Ce sont des projets, d'ailleurs, où on les fait travailler en équipe, devant un jury et devant un public. Et ils ont d'excellents résultats. Et depuis 10 ans, ça fonctionne très bien. Et ça a été l'objet de très, très belles réussites. Et ensuite, les entreprises qui ont réussi, eh bien, les dirigeants qui commencent à créer un peu de valeur, de rentabilité, de profit, souvent sont les premiers à réinvestir un peu d'argent
sur ces nouvelles jeunes pousses là qui se présentent. Des beaux exemples. Donc, alors, on en a aussi autour de la table. Donc, Sébastien Tavernier, Philippe Bollet à deux niveaux différents. Hubert Ploton, alors, on a dit que voilà, il fallait qu'il y ait un accompagnement financier de la part des banques. Sans doute peut-être un peu plus, si on a bien compris Philippe Bolléa. Il y a malgré tout des aides. Et si Sébastien Tavernier est là aujourd'hui, c'est que vous avez pu quand même lancer, même si ça n'a pas été simple, vous avez pu le faire. Qu'est-ce qu'on peut espérer quand on a une bonne idée? Alors, en création d'entreprise, il existe différentes structures qui interviennent sous forme de prêts d'honneur, qui permettent aux porteurs de projets d'augmenter son apport personnel. L'idée de ces structures, c'est de permettre de demander plus d'argent aux banques en ayant un apport personnel plus important. Donc ça, C'est rassurer les banques? C'est de rassurer les banques, c'est de montrer que on amène 50 ou 100 000 euros, donc elles peuvent aussi aller sur des montants équivalents, voire doubles. Hein. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est effectivement des aides sur des projets, donc notamment gérés par Oseo. Donc sous forme de prêts à taux zéro, qui permettent aussi aux entreprises de prendre en compte l'ensemble des dépenses qui peuvent être rattachées à un projet d'innovation pour les aider dans leurs besoins en fonds de roulement. Est-ce que la CCI peut m'aider également dans tout ce qui est démarches administratives pour, par exemple, le brevet? J'y connais rien, je me lève avec une idée. Alors, effectivement, on a un rôle d'information et de conseil. Donc, en partenariat avec l'Institut national de la propriété industrielle, nous pouvons conseiller sur les normes, sur les brevets, sur les modèles, sur les marques, et de valider avec le porteur de projet quelle est la protection industrielle la plus appropriée à son projet. Peut-être ce qui est moins palpable aussi, on pourrait le demander à Sébastien Tavernier. Au cours de votre opération de développement de Rapid Grill, est-ce que le fait d'avoir des interlocuteurs aussi qui croient en vous a été quelque chose d'important? Là, c'est plus dans l'humain et plus dans le financier uniquement, dans le technique juridique, et de voir que des gens y croient. C'est sûr que si vous arrivez avec un projet et que vous rencontrez des gens qui ont l'habitude de côtoyer des entrepreneurs, des professionnels et qui tout de suite croient pas en votre projet, ça doit pas être très stimulant et à mon avis, on arrête vite. C'est déjà assez compliqué comme ça. Après, c'est vrai que quand vous avez des gens qui croient en votre projet, qui vous aident, qui vous donnent des pistes, qui vous disent tiens, tu pourrais aller voir ça, vous pourriez solliciter telle aide, peut-être que tel outil serait utile pour vous. Oui, c'est super stimulant parce qu'il faut pas oublier une chose aussi, c'est la solitude du chef d'entreprise. Parce que au début, quand on crée son entreprise, il y a des grands moments de solitude. Il y a des fois, on se dit, qu'est-ce que je fais là, voilà, j'en suis là, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Et donc, il y a ces gens, ces organismes qui sont là et qui bien heureusement, nous épaulent au quotidien, peut-être pas, mais quand on les sollicite, en tout cas. Philippe Bolléa, au sein d'un grand groupe, est-ce que l'idée de l'innovation, finalement, est stimulante aussi, au-delà du simple marché, en termes de ressources humaines, en termes aussi de, finalement, je me lève le matin parce que j'ai envie de progresser? Oui, je crois que la motivation de ses collaborateurs dans une entreprise dépend beaucoup également de ce facteur, parce que on a des collaborateurs qui ont envie de progresser, qui ont envie de voir leur entreprise progresser. Et donc, effectivement, c'est en termes de management, ça paraît très important que l'innovation soit permanente. Et puis, cette innovation, encore une fois, ça permet d'attirer de nouveaux talents. Ça permet, comme je le disais, de mettre l'entreprise en mouvement. Et quand on innove, sur un marché, ça se sait. Et à partir de là, on a une entreprise qui a la capacité de recruter des talents. C'est important, ça. Pour une entreprise, on parle parfois et on entend des étudiants dire, tiens, dans un entretien, je vais dire que j'ai un regard neuf, que j'arrive avec des connaissances nouvelles. Est-ce que, très concrètement, c'est un plus pour une entreprise, par exemple, comme la vôtre, qui roule déjà très bien, on va dire? Oui, enfin, on roule, mais il n'y a jamais rien d'acquis. On le voit, nous, sur notre métier traditionnel de la construction métallique, un métier qui souffre énormément actuellement parce que c'est un métier qui est beaucoup tiré par l'industrie. Et donc, en termes de volume de construction, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de commentaires pour que vous compreniez facilement qu'actuellement, l'industrie investit peu
en France. Et donc, les volumes se sont écroulés. Donc, effectivement, dans ces domaines-là, si on était resté sur notre métier traditionnel, on serait probablement en difficulté. Alors qu'aujourd'hui, être parti dans le domaine, par exemple, du photovoltaïque, si vous m'aviez dit il y a 4 ans, on va faire des ombrières de parking photovoltaïque, je vous aurais probablement pas cru. Mais voilà, c'est être à l'écoute de son marché, être capable d'analyser où il y a, on parlait d'études de marché, alors sans aller jusque-là, mais en tout cas être à l'écoute du marché, comprendre le besoin de ses clients, et à partir de là, être capable, et je crois que c'est vraiment ça la différence entre une PME et un grand groupe, puisque j'ai la chance d'avoir ces 2 expériences, c'est qu'on sait aller très très vite. C'est-à-dire on sait se mobiliser très très vite et de venir très vite sur un marché. Voilà l'exemple pour nous des ombrières de parking photovoltaïque. On est devenu en 2 ans le leader national dans ce domaine. On est la manifestation. Est-ce qu'il y a des bons moments pour innover? Vous parlez de ces moments un peu plus difficiles où notamment l'industrie et votre cœur de métier est peut-être un peu moins performant. Est-ce que c'est un moment où il faut justement inciter les entreprises à faire cet effort-là? Même si on a compris, c'est une culture qu'il faut en tout cas mettre en avant quotidiennement. Alors, je pense que la crise que l'on vit tous c'est au niveau mondial, légitime le changement. C'est-à-dire qu'effectivement, en crise, de toute façon, il faut changer. Parce que sinon, on a des difficultés. Ceci étant, apprendre à innover dans une entreprise et que ça devienne justement une culture de base de l'entreprise, si on attend une période de crise pour le développer, il est bien souvent trop tard. Donc, c'est au quotidien que ça se joue. Oui, je crois que c'est au quotidien. Une entreprise, elle doit avoir une stratégie. Dans cette stratégie, il doit y avoir une part d'innovation tout à fait importante. Et ensuite, c'est dans la capacité à exécuter justement cette montée en puissance et de mettre en œuvre le résultat de cette innovation qui va faire la différence. Est-ce qu'il peut y avoir, Jérôme Selle, une émulation? Là, je fais appel notamment au président de la commission innovation pour la CCI en Haute-Loire. Est-ce qu'il peut y avoir une stimulation, par exemple, de voir des projets qui fonctionnent, comme celui de Sébastien Tavernier, d'autres comme ceux de Philippe Boléa? Est-ce que ça peut inciter même des entreprises dans un domaine totalement différent, se dire, bah voilà, en Haute-Loire, on innove. Ça pourrait être une marque de fabrique, plus ou moins? Moi, personnellement, je suis assez persuadé de ça, de la preuve par l'exemple, de montrer ce qui réussit, ce qui marche bien aux autres. C'est faire de la communication. Et je pense qu'en Haute-Loire, probablement beaucoup de gens ne savent pas suffisamment qu'on a beaucoup d'entreprises performantes, avec des dirigeants performants, mais aussi des salariés performants, des projets magnifiques, parmi lesquels des projets innovants de toutes les tailles. Parfois des choses d'ailleurs avec une ampleur européenne voire mondiale. Et moi je trouve que c'est un beau projet de faire, d'amener à la connaissance d'un maximum de gens de la Haute-Loire ces informations-là. C'était le but de cette émission qui est arrivée à son terme. Merci à vous 4. Philippe Boléa, président du groupe Montauroux, plus connu notamment aussi pour l'entreprise GAN. Je me permets parce que pour les auditeurs, c'est sans doute un petit peu plus simple. Sébastien Tavernier, on peut vous retrouver, alors c'est peut-être pas trop la période, mais un peu tout l'été. Pourquoi pas essayer, même l'hiver, il fait assez beau ces derniers temps. Pour les cheminées, c'est très bien, ça marche. Pour les cheminées aussi, donc voilà, pourquoi pas, pendant aussi l'hiver, retrouver votre innovation, Rapid Grill. Qui s'appellera Easy Grill, pardon de vous couper, dès la saison prochaine. Easy Grill, voilà d'accord. Une innovation dans le nom. Exactement, voilà, et dans le produit aussi. Et dans le produit. On découvrira ça plus tard. Jérôme Selle, directeur de Selnat et président de la commission innovation à la Chambre de commerce et d'industrie. Et merci à vous, Hubert Ploton, conseiller industrie et notamment dans l'accompagnement des entreprises autour de l'innovation à la CCI de Haute-Loire. Merci à vous 4. Merci.